Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons traiter de l'histoire de l'agence Havas et de l'AFP. Pourquoi donc ces agences de presse ont été créées? C'est une histoire racontée par l'ancien directeur de l'agence Havas pendant l'entre-deux-guerres, Charles Houssaye, qui parle donc de la mort à Sainte-Hélène de Napoléon Bonaparte le 5 mai 1821. À l'époque, c'est l'homme le plus puissant et le plus célèbre en tout cas, et pourtant sa mort ne fut connue que 2 mois plus tard en Europe. Elle est annoncée le 4 juillet dans les journaux anglais et n'est publiée que le 7 juillet à Paris dans le Moniteur. Il fallait donc réduire considérablement les délais, et c'est là qu'interviennent les agences de presse. Le progrès technique a permis la propagation et la généralisation de l'information dans les sociétés, et celle-ci devient rapidement un enjeu entre les différents pouvoirs, d'un côté l'État qui veut en contrôler le contenu, et de l'autre côté les entreprises privées qui veulent d'abord préserver leur liberté. Alors une agence de presse, c'est quoi ? C'est une organisation qui vend aux médias de l'information, à la manière d'un grossiste fournissant des détaillants, ce qui permet à ces derniers d'informer sur des pays dans lesquels ils n'ont pas ou pas assez de correspondants, et dans des domaines où l'agence peut compléter ou renforcer leur propre production. Havas, dès ses débuts, noue des liens très forts avec l'État, qui ne sont pas toujours très sains. Quant à l'AFP, elle est créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte où justement Havas a dû collaborer, elle est naufragée finalement après la guerre, donc l'AFP est créée en 1944, et ici, dans cette capsule, on va voir finalement comment Havas et l'AFP ont su imposer le rôle des agences de presse. Alors, pour comprendre un petit peu d'où viennent ces agences de presse de façon plus précise, on va d'abord s'intéresser un petit peu à la vie de Charles-Louis Havas, qui était un homme d'affaires contrarié, et qui est donc à l'origine de la création des agences de presse. Charles Havas donc est né le 5 juillet 1783 à Rouen. Son père est inspecteur de la librairie, il fait donc respecter la censure royale. Pendant ses études, il apprend différentes langues, alors le latin, le grec, ça c'est assez habituel, mais aussi l'anglais et l'allemand. Il va ensuite être en charge du ravitaillement des armées impériales, ce qui lui permet de nouer des liens avec les hommes de pouvoir de l'époque. Et quand le blocus se met en place en 1806, il part au Portugal pour acheter du coton brésilien et l'envoyer en France. C'est donc un homme d'affaires avisé, Charles Havas. Et c'est à ce moment-là qu'il prend conscience de la nécessité, de la rapidité de la circulation des informations pour être le premier sur un marché ou sur un mouvement de navire. C'est important pour lui, puisque l'information finalement permet de générer de l'argent. Quand il rentre à Paris en 1809, il travaille dans le milieu bancaire et va devenir en 1811 copropriétaire de la Gazette de France, vous savez, le premier journal qui a été édité en France. Avec l'effondrement du régime de Napoléon, il est complètement ruiné. Il repart alors dans le monde des affaires pendant 15 ans, vivotant, subissant de nombreuses dettes, et il se lance dans un nouveau métier, il devient traducteur d'articles de presse de journaux étrangers, qui vont être publiés dans un journal qui s'appelle Le Constitutionnel. Il se charge de la presse anglaise et allemande, tandis que sa femme s'oriente sur la presse espagnole et portugaise. Mais en 1830, Charles X signe les ordonnances de Saint-Cloud, qui décrètent la suppression de la liberté de la presse, et vont donner lieu aux Trois Glorieuses dès le lendemain. C'est donc sous la monarchie de Juillet, en août 1832, qu'il ouvre un vrai bureau d'information. En 1835, son bureau prend le nom d'Agence Havas, dont la devise est « rapidement renseigné, renseigne rapidement ». C'est alors simplement une structure familiale. L'agence est protégée et soutenue par des gouvernements successifs dans ses premières années. En 1845, l'adoption du télégraphe garantit aux journaux abonnés des nouvelles régulièrement actualisées. En 10 ans, l'agence assure le quasi-monopole de l'information en France. La branche publicité est créée dès 1852 et finance la branche information qui est en permanente évolution. Deuxième partie, comment l'agence Havas a-t-elle évolué pour s'imposer dans le milieu de l'information ? Déjà, l'agence s'implante dans un lieu stratégique, à côté des messageries générales, qui est le point d'arrivée de la Malle-Poste qui va partout en France. C'est aussi le quartier des journaux, de l'imprimerie et de la bourse. Ensuite, Havas constitue le premier réseau de correspondants en Europe, et se borne à diffuser des informations originales aux journaux, en se limitant aux faits, rien qu'aux faits, que ses abonnés pourront commenter ensuite. C'est donc ce qu'on appelle des dépêches qui ne sont jamais signées. Dès les années 1830, l'agence utilise la presse lithographique. Le groupe en achète 8 et sort 3 feuilles de grand format autographiées sur 4 colonnes tous les jours. À partir de 1840, il utilise des pigeons voyageurs pour aller plus vite que la Malle-Poste. Les informations de la presse belge du matin sont à Paris à midi et celles de Londres vers 15h. En 1845, Havas est autorisé à utiliser le télégraphe électrique
par le gouvernement. Il peut alors transmettre les informations à tous les départements qui sont équipés. L'information arrive ainsi avant les journaux de Paris. Ensuite, et ce jusqu'à la Première Guerre mondiale, Havas ne cesse d'intégrer les nouvelles inventions, comme le téléphone ou le téléscripteur, toujours dans le même but, apporter les informations toujours plus vite. En rachetant les feuilles de correspondance concurrentes, Havas se retrouve donc en situation de quasi-monopole en France, ce qui plaît beaucoup au gouvernement de la monarchie de Juillet, car ils peuvent mieux contrôler les informations. Il a 3 grandes catégories d'abonnés, les journaux parisiens à l'étranger, les banquiers et les particuliers. Pourtant, la correspondance Havas est très chère, c'est 350 francs par mois en 1849, c'est donc 10 fois plus cher que ses concurrents, mais c'est aussi la plus complète, la plus rapide et la mieux informée. Havas fait des émules. En 1848, il accueille 2 émigrés allemands, Bernhard Wolff et Paul Julius Reuter. Le premier crée le Wolffs Bureau en 1849 à Berlin et le second l'agence Reuter en 1851 à Londres. Les télégraphes français, anglais et allemands font alors leur jonction grâce à la pose d'un câble sous-marin entre Calais et Douvres qui fonctionne dès 1851. On insiste ainsi à la mise en place d'une grande alliance pour un partage du monde de l'information dès 1859. C'est une forme de cartel pour écarter toute nouvelle concurrence. 26 agences vont progressivement en faire partie et couvrir toute l'Europe. Ils sont rejoints en 1875 par l'Associated Press de New York grâce à la pose d'un câble sous-marin reliant les 2 côtés de l'Atlantique. L'agence Havas va encore internationaliser ses informations. À partir de la guerre de Crimée, en 1854-56, l'agence Havas est présente sur les terrains de guerre et utilise la télégraphie pour annoncer au plus vite les faits, mais aussi relayer les messages des États étrangers. Elle envoie un correspondant pour écrire sur la défaite de Sedan, dès le 6 septembre 1870, et Léon Pognon devient son premier correspondant de guerre à la fin des années 1870. Il est ainsi présent en Roumanie quand éclate la guerre des Balkans de 1877. Surtout, en 1857 intervient un événement capital dans l'histoire d'Havas. Auguste Havas s'associe avec la Société Générale des Annonces, qui a le monopole de la publicité dans 6 journaux. Il procure alors aux journaux des recettes qui permettaient à ceux-ci en retour d'acquitter l'abonnement dû pour l'information, et en tant qu'intermédiaire, il pouvait prélever une commission. L'information a ainsi tout de suite été liée à la publicité, posant des problèmes d'éthique importants pour l'information. La société Havas gère donc les dépêches, les correspondances et les traductions, mais aussi l'exploitation de toutes les insertions dans les journaux de province et de l'étranger. Il n'y a que la publicité des journaux de Paris qui lui échappe, ce qui lui donne donc une très très forte emprise sur la presse. Après la Première Guerre mondiale, avec la concurrence de la radio, nul n'est finalement propriétaire de l'information et celle-ci est diffusée beaucoup plus rapidement. Havas le comprend et obtient des concessions pour l'installation de postes récepteurs en Amérique du Sud et assure à ses frais la propagation des nouvelles en passant des accords avec les compagnies radioélectriques et les postes. En 1929, Havas paie la construction des postes émetteurs à Pontoise afin de transmettre en ondes courtes des informations jusqu'en Extrême-Orient et en Océanie. En effet, en 1927, l'Associated Press, donc l'agence de New York, a demandé et obtenu la liberté de distribution en Asie, en Amérique centrale et en Océanie, et Havas va pouvoir en profiter. On l'a compris, les agences de presse ont un lien étroit avec le monde économique, et même si leur première mission reste celle d'informer, ils ont aussi des liens très ténus avec l'État et les États d'une manière générale. Havas entretient en effet un lien direct avec les gouvernements. Dès 1835, dès l'origine, l'agence réalise une revue de presse journalière pour les journaux, mais aussi pour les hommes de la finance. Celle-ci est livrée tous les matins au président du Conseil. En 1838, le gouvernement charge également l'agence de la correspondance ministérielle pour les préfets, les sous-préfets et les procureurs. Durant la Belle Époque, c'est les années 1890 et 1900, les Russes souhaitent financer leur développement et cherchent à attirer l'argent des épargnants. Chaque collecte est précédée d'une période de publicité. Le gouvernement russe met alors en place un système de financement des journaux français par l'intermédiaire d'Havas pour acheter la complaisance des grands journaux français. Durant les 6 premiers mois de l'année 1904, les journaux reçoivent ainsi 600 000 francs de la part de la Russie. À l'approche de la Grande Guerre de 14-18, et encore plus après celle-ci, le système d'alliance des agences de presse vole en éclats pour 2 raisons. Tout d'abord, avec les hostilités à venir, elles ont de plus en plus tendance à défendre leur propre pays au détriment des autres, ce qui altère la transmission d'informations. D'autre part, des concurrents émergent, en particulier aux États-Unis, avec United Press Association en 1907 et International News Service en 1909, et la montée des régimes totalitaires fait voler en éclats ce partage du monde, avec l'agence TASS qui est créée en 1925. Au moment de la Grande Guerre, la censure est déplacée à la Bourse, dans le quartier des journaux et de Havas pour éviter les longs trajets dans Paris.
Havas suit alors la volonté du gouvernement en ne diffusant que les communiqués officiels et en interrompant celle des communiqués ennemis. En 1924, le ministère des Affaires étrangères verse de l'argent à Havas pour qu'elle maintienne ses bureaux aux États-Unis et desserve l'Amérique latine, puis lui octroie un crédit de 800 000 francs pour qu'elle maintienne ses bureaux à l'étranger et lutte en particulier contre la propagande anti-française en Asie dans les années 30. Ce même ministère met à sa disposition un fonctionnaire pour faciliter son implantation au Canada et au Mexique après la crise mondiale de 1929. Avec la baisse des recettes publicitaires liées à cette crise, c'est encore ce même ministère qui prend à sa charge pour 10 ans le déficit de sa branche information à partir de 1938. Réalisant trop de profits avec la publicité et bénéficiant un peu trop des subsides publics, l'agence Havas est critiquée par tout l'échiquier politique dans les années 30. La presse de gauche la présente comme l'instrument des trusts au service des intérêts du grand capital. Léon Blum, dans Le Populaire, s'en prend à l'oligarchie financière qui contrôle la presse, et le gouvernement du Front populaire pense interdire aux agences d'information de vendre de la publicité. Ce projet est finalement abandonné face aux difficultés de ce démembrement dans les faits. Sous le régime de Vichy, Havas ne garde que la publicité, tandis que Pierre Laval crée un Office français d'information, l'OFI, en 1940. Celui-ci a alors un monopole sur les commandes d'État en publicité, en compensation de sa perte totale de liberté. En réponse, naît à Londres une agence française indépendante, l'AFI, grâce à d'anciens agenciers et journalistes issus de la Résistance. Le service d'information rejoint Alger en 1944 et prend le nom d'Agence France-Presse, l'AFP. Elle s'installe à Paris dès août 1944, sa première dépêche date du 20 août, et l'ordonnance du 30 septembre 1944 en fait un établissement public qui doit fournir à l'État des informations. Il y a des liens étroits avec l'État, car le directeur général est nommé par le gouvernement par décret et le montant des services vendus fixé par une loi de finances. L'AFP devient finalement une société privée par la loi du 10 janvier 1957, bien qu'elle reçoive des aides de l'État. Le directeur général est nommé par le conseil d'administration, auquel participent les directeurs des grands quotidiens. Elle doit répondre à sa mission, qui est de produire de façon régulière une information exacte, impartiale et digne de confiance. Aujourd'hui, l'AFP est l'une des 3 grandes agences mondiales d'information, mais dans un contexte de révolution numérique et de forte concurrence, elle est confrontée à un manque chronique de moyens financiers, en dépit de ses ambitions qu'on peut voir sur cette carte. L'agence Havas a utilisé sans cesse les nouveaux moyens techniques pour accélérer la diffusion de l'information et participer à un partage du monde afin de pouvoir s'imposer comme un grand groupe du secteur. Elle comprend aussi très rapidement l'intérêt qu'il y a à se lier aux États ou aux personnes qui ont un pouvoir économique. En cela, cette agence de presse lance un modèle d'entreprise, l'AFP, dans le secteur qui existe encore en grande partie, même si les supports de diffusion de l'information ont grandement évolué, comme vous l'avez déjà étudié. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt en classe.